Chapitre 5. Personne. Il n'y avait absolument personne derrière la porte. Le couloir était vide, seulement animé par la lumière vacillante de l'ampoule capricieuse accrochée au plafond. Avais-je imaginé ces coups ? Je restai un moment figé sur le seuil, tendant l'oreille pour percevoir le moindre signe de présence, mais rien ne vint troubler le silence. Je fronçai les sourcils, hésitant entre la confusion et l'inquiétude. Peut-être quelqu'un s'était-il trompé d'appartement et était parti précipitamment en réalisant son erreur ? Je m'apprêtais à refermer la porte lorsqu'un mouvement au bout du couloir attira mon attention. Là-bas, juste à la lisière de mon champ de vision, un petit bout de parchemin planait dans les airs, se mouvant avec une grâce presque irréelle, portée par un souffle de magie subtile. Ma respiration se bloqua alors que je le regardais voler doucement vers moi. Le papier ondulait, dansant élégamment, comme une feuille emportée par une brise légère. Le morceau de parchemin s'arrêta juste devant moi, flottant à hauteur de mes yeux, puis se déposa délicatement dans ma main tendue comme s'il avait été guidé jusqu'à moi par une volonté supérieure. Je sentis une étrange énergie en émaner, quelque chose d'important et de puissant qui me mit immédiatement mal à l'aise. Une part de moi hésitait à le déplier, redoutant ce que j'allais y trouver. Mais l'autre part, celle qui avait toujours été avide de connaissances, ne pouvait résister à l'appel du mystère. Avec une légère appréhension, je le déployai. Le texte qui y était inscrit était tracé à l'encre noire, les lettres formant une écriture agile et soignée, mais d'une gravité qui me glaça le sang. Les mots, simples mais lourds de sens, semblaient presque vibrer sous mes yeux. Une fois entre les mains de ces élus, le médaillon ne peut être ignoré. Ceux qui le possèdent ne peuvent échapper à leur destin. La prophétie est la seule issue. Je sentis mon cœur se serrer alors que je relisais ces mots plusieurs fois, m'efforçant de décrypter ce qui me paraissait être un avertissement. Une multitude de questions se bousculèrent dans mon esprit. Cependant, il n'y avait aucune coïncidence, ni l'ombre d'un doute. La personne qui m'avait envoyé ce message était la même que celle qui m'avait bousculée dans la rue. J'en étais persuadée. Ce n'était pas un hasard si je le recevais maintenant, juste après ce que Drago et moi avions vécu, comme si, sans le savoir, nous avions déclenché un événement dont les conséquences nous échappaient encore. Le médaillon. Cet objet maudit était encore au centre de tout, et cela me terrifiait de plus en plus. Je ressentis une nouvelle vague de culpabilité en pensant à Malfoy et à ce qu'il avait subi à cause de cette relique. Et maintenant, cette note mystérieuse insinuait que notre destin était lié à cette chose dont nous ignorions la totalité. Une prophétie. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire ? Cet inconnu encapuchonné sur le chemin de traverse avait intentionnellement glissé le bijou dans ma poche et désormais, il était évident qu'il attendait quelque chose de moi. Mais quoi ? Cela n'augurait rien de bon. J'ignorais qui se cachait derrière ce fardeau, ni pourquoi j'avais été choisie comme cible. Mais une chose était claire. Je n'avais aucune intention de me laisser entraîner dans ce jeu malsain et dangereux, surtout après ce que nous avions traversé avec Malfoy. Je refermai la porte avec méfiance et m'y adossai le cœur au bord de l'explosion. Je restais là, un instant immobile, le parchemin tremblant entre mes doigts. Je ne comprenais pas pourquoi ce médaillon m'était destiné. Mais une chose était certaine, tant qu'il resterait en ma possession, d'autres événements inquiétants pourraient se produire. Cet objet avait insidieusement pris le contrôle de ma vie et je ne pouvais ignorer le danger qu'il représentait. L'avertissement gravé sur le parchemin me pétrifiait. Je devais me débarrasser de ce médaillon sans tarder. Le soleil s'était levé sur un manoir élégant, baigné dans un silence presque oppressant, mais bien loin de l'atmosphère froide et menaçante du manoir des Malfoy. Drago était assis dans un large fauteuil de cuir, au centre de l'immense salon de sa demeure. Ce lieu, il ne l'avait pas choisi par hasard. C'était son sanctuaire, un endroit où il espérait fuir les spectres de son passé et échapper aux ombres qui le poursuivaient. Ici, il croyait pouvoir enfin trouver un peu de paix, loin des regards accusateurs et des souvenirs qui hantaient ses nuits. Les premières lueurs du matin traversaient les grandes fenêtres du salon, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Drago, les traits marqués par une nuit sans sommeil, fixait le vide devant lui. La nuit avait été longue et éprouvante. À chaque fois qu'il fermait les yeux, des visions cauchemardesques prenaient le dessus, des souvenirs douloureux qui revenaient avec une vivacité cruelle.
Il revivait sans cesse les horreurs du passé, les victimes innocentes sacrifiées par Voldemort, les tortures infligées par son père, les manipulations qu'il avait subies, et plus récemment, la souffrance provoquée par ce médaillon maudit. Il commençait à douter de pouvoir jamais mener une vie normale, comme si le poids de ses erreurs passées était destiné à l'écraser à jamais. Ses mains, habituellement fermes et assurées, tremblaient légèrement sur les accoudoirs du fauteuil, un morceau de parchemin froissé coincé entre les doigts. Il n'avait pas besoin de relire ce qu'il contenait. Chaque mot était gravé dans sa mémoire, indélébile. Le silence autour de lui était lourd, ponctué seulement par le crépitement discret d'une cheminée mourante. Les flammes dansaient faiblement, leur lueur réchauffant à peine l'atmosphère glaciale de la pièce. Drago se sentait vidé de toute énergie, comme si l'artefact qu'il avait manipulé avait siphonné sa force vitale. Ses pensées, d'ordinaire claires et rationnelles, étaient désormais un tourbillon confus de doutes et de craintes. Pourtant, il refusait de céder à la panique. Il ne voulait pas se laisser dominer par un simple objet. Ce parchemin n'avait aucune importance pour lui, et il était déterminé à ne pas se laisser entraîner dans une histoire qui ne le concernait plus. Mais malgré sa volonté de se détacher de cet étrange médaillon, Drago ne parvenait pas à trouver la tranquillité dans son esprit. Les événements de la veille tournaient en boucle dans sa tête, alimentant en lui une colère sourde, une haine qu'il peinait à contenir. Cet objet maudit, il aurait dû s'en débarrasser immédiatement, le détruire quand il en avait eu l'occasion, mais quelque chose l'en avait empêché. Une curiosité morbide, une fascination presque instinctive le poussait à vouloir comprendre ce qui s'était réellement passé, ce qu'il avait ressenti, ce qu'Hermione et lui avaient traversé ensemble. Il ne pouvait se défaire de l'impression d'être lié à une force obscure, une puissance qu'il ne parvenait pas encore à cerner. Une emprise illusoire semblait peser sur lui, sur son esprit, comme une force invisible mais implacable. Les mots inscrits sur le parchemin résonnaient encore, tel un écho sinistre. Ne peuvent échapper à leur destin. Prophétie. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi lui? Pourquoi ce message? Pourquoi Hermione Granger avait-elle reçu cet objet maléfique? Qui pouvait bien être derrière tout cela? Et que voulait-on d'eux? Était-ce une menace? Une vengeance pour son passé? Pour les choix qu'il avait faits sous l'influence de son père? Ces questions se succédaient sans jamais trouver de réponse. Il tentait de se convaincre que cette connexion qu'il ressentait avec l'objet disparaîtrait avec le temps. Après tout, il avait d'autres priorités. Aujourd'hui marquait son 2e jour de réhabilitation à Poudlard, et il savait qu'il devait prendre une décision. Rien que l'idée de retourner dans cette école, de revoir Hermione après ce qui s'était passé la veille, le remplissait de répugnance. Il éprouvait encore la douleur fantôme, cette angoisse qui lui tordait les entrailles à chaque fois qu'il y repensait. La terreur qu'il avait ressentie, mêlée à un sentiment d'impuissance, le faisait douter de sa capacité à affronter à nouveau une telle épreuve. Mais l'autre option, rester ici enfermé dans son manoir, n'était guère plus rassurante. Il savait ce que cela impliquait, abandonner le programme de réhabilitation et avec lui, toute chance de retrouver une vie normale. Les conséquences étaient claires. Il risquait de finir à Azkaban, cette prison froide et impitoyable qui avait brisé des hommes bien plus forts que lui. Pire encore, cela pourrait mettre sa mère en danger. Toute sa vie, il avait lutté contre les chaînes de son héritage, contre les attentes démesurées de son père, contre l'emprise écrasante de Voldemort. Et maintenant, il se trouvait à nouveau acculé, à la croisée des chemins. Et tout cela, à cause d'elle. Il en voulait à Hermione. En un instant, elle l'avait embarqué dans une nouvelle mésaventure, ce qui le rendait furieux. Son manque de confiance envers elle n'avait jamais cessé de grandir, et après avoir constaté les conséquences désastreuses de leur courte collaboration, il était encore moins enclin à la supporter. Pourtant, il n'avait pas d'autre option. C'était elle qui avait été chargée de son dossier, et il ne pouvait rien y changer, ce qui ne faisait qu'alimenter sa rancœur à son égard. Drago soupira, ne sachant toujours pas ce qui était le mieux à faire. Il se leva lentement du fauteuil, son corps douloureux de fatigue, et fit quelques pas dans la pièce, essayant de secouer la torpeur qui l'accablait. Son regard s'attarda une dernière fois sur le parchemin qu'il broya d'une main de fer, sans aucun scrupule. Il observa les dernières braises dans l'immense cheminée, puis jeta sans regret le parchemin dans les flammes qui se consuma lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. Drago avait pris sa décision. Il ne voulait plus entendre parler de cette histoire. Ni du médaillon, ni d'une quelconque prophétie, et encore moins de Hermione Granger.
Un nœud d'anxiété s'était fermement installé dans mon estomac en franchissant les portes du grand hall de Poudlard. À chaque pas résonnant dans les couloirs en ruine, je ne cessais de me demander si Malfoy allait revenir, s'il trouverait la force de poursuivre le programme de réhabilitation après tout ce qui s'était passé. Je souhaitais sincèrement qu'il revienne, même si l'idée de le revoir ne me rassurait guère. Il était sous ma responsabilité, et s'il renonçait à cette unique chance de rédemption, j'aurais alors échoué à ma mission. Malgré la rancune que je lui portais toujours, je n'avais jamais voulu que les choses prennent cette tournure. Mais après ce qu'il avait enduré et les paroles acerbes qu'il avait prononcées avant de me planter là, rien ne garantissait qu'il reviendrait. S'il choisissait de ne pas revenir, cela signifierait-il que, par ma faute, il avait abandonné toute chance de s'en sortir ? Que j'avais, sans le vouloir, brisé la dernière étincelle d'espoir qui subsistait en lui ? Cette pensée, insidieuse et dévorante, s'ancrait de plus en plus profondément dans ma tête, me rongeant de cette culpabilité insupportable. Je passais la journée à travailler isolée, dans le silence oppressant de la bibliothèque. Les heures semblaient s'étirer à l'infini, chacune plus longue et plus pesante que la précédente. J'étais seule, encore une fois, comme presque tous les jours de ma vie devenus si monotones. Même si la présence de Malfoy n'était pas d'un grand réconfort, son absence me laissait un sentiment de vide, d'abandon. Chaque tâche que je réalisais semblait dépourvue de sens, comme une routine infernale à laquelle je ne m'habituerais jamais. Ma baguette bougeait machinalement, mais mon esprit restait désespérément accroché à son absence. Chaque pas résonnant dans le couloir, chaque murmure lointain me faisait lever la tête, espérant voir enfin sa silhouette apparaître dans l'encadrement de la porte. Mais à chaque fois, ce n'était qu'un autre passant, un sorcier parmi ceux qui participaient à la reconstruction de l'école. Ces espoirs déçus ne faisaient que renforcer ma désillusion. Malfoy ne reviendrait pas, du moins, pas aujourd'hui. Le 3e jour arriva, apportant avec lui une angoisse toujours plus intense. Les heures passaient, et Malfoy ne se montrait toujours pas. Son absence persistante devenait une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Il ne s'agissait plus simplement d'un besoin de prendre du recul pour se remettre des épreuves infligées par le médaillon, mais plutôt d'une décision apparente de renoncer à sa dernière chance de réintégrer le monde sorcier. Chaque minute passée seule dans cette bibliothèque m'enfonçait davantage dans l'idée que Drago avait peut-être définitivement abandonné. Peut-être avait-il décidé, à cause de moi, qu'il ne valait plus la peine de se battre, qu'il était plus facile de tout laisser tomber. Cette pensée me rendait malade. Les jours suivants, la même chose se produisit. Je continuais de travailler seule, exécutant les tâches qui nous avaient été assignées, mais chaque journée était plus difficile à supporter que la dernière. La solitude devint encore plus pesante, et l'absence de Malfoy se fit de plus en plus insupportable. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se passait dans sa tête. Était-il terré quelque part, trop effrayé pour revenir ? Était-il en colère, ressassant les événements de l'autre jour et me tenant pour responsable de sa souffrance ? Ou bien avait-il pris la décision déchirante de renoncer, de tirer un trait définitif sur sa réhabilitation et sur tout espoir de rédemption ? Cette incertitude me dévorait, et chaque jour qui passait sans que Drago ne revienne me poussait un peu plus à croire que j'étais la cause de sa déchéance. Mon devoir était de l'aider, mais au lieu de cela, je l'avais peut-être mené à sa perte. Cette pensée me hantait, et je ne pouvais m'en défaire, quel que soit l'effort que je faisais pour me concentrer sur autre chose. J'étais enfin arrivée à mon dernier jour de travail de la semaine. Épuisée par tout ce labeur, je quittais Poudlard sans un regard en arrière. Je n'avais reçu aucune nouvelle de Malfoy, pas le moindre signe de vie. Le médaillon semblait ne plus faire parler de lui non plus. Depuis la réception du parchemin, il n'avait provoqué aucun nouvel incident, ce qui était pour moi un grand soulagement. Bien que je n'ai pas encore eu le temps de m'en débarrasser, j'avais longuement réfléchi à un moyen efficace de le faire. Je ne pouvais plus continuer ainsi, à vivre dans la peur et le doute, et risquer de mettre d'autres personnes en danger. Je devais reprendre le contrôle de la situation, et cela commençait par me débarrasser du médaillon, une fois pour toutes, et ce, dès ce soir. Je me rendis au ministère pour déposer mon rapport de la semaine sur Malfoy. Lorsque je croisai Kingsley Shacklebolt dans un des couloirs, mon cœur se serra. Il s'avançait vers moi, et je savais ce qu'il s'apprêtait à me demander. Son sourire bienveillant ne fit que renforcer ma crainte, sachant pertinemment que j'allais trahir la confiance de ceux qui m'avaient confié une responsabilité si importante. Bonsoir Hermione. Comment s'est passée ta semaine ? La réhabilitation de Malfoy progresse bien ? Demanda-t-il avec son calme habituel. Est-ce qu'il s'implique dans ses tâches ?
Une bouffée de chaleur monta en moi, mais je me forçai à sourire, dissimulant l'angoisse qui me rongeait. « Oh, bonsoir. Oui ?» répondis-je en tentant de garder une voix posée. « Malfoy est assidu. Il fait des efforts. Il commence à comprendre l'importance du programme. » mentis-je. Kingsley hocha la tête, apparemment satisfait, et s'éloigna après m'avoir souhaité bon courage et un bon week-end. Je le saluai en retour et restai un instant immobile, le rapport quasiment vide de Malfoy toujours en main, accablé par le poids de mes paroles fallacieuses. J'avais menti pour le couvrir, comme pour tenter de racheter mes erreurs. Je n'avais pas eu le courage d'avouer qu'il ne s'était plus présenté et que c'était à cause de moi que j'étais celle qui l'avait fait fuir. Et surtout, j'avais menti pour éviter d'attirer davantage de problèmes à Malfoy. Qu'est-ce qui m'arrivait? Je ne me reconnaissais plus. En quittant le ministère, le cœur lourd, je prenais conscience que ce mensonge n'était qu'une solution temporaire. La vérité finirait par éclater tôt ou tard, et les conséquences de l'absence de Drago seraient terribles. Je jouais un jeu dangereux en trompant le ministre de la sorte, mais je n'avais pas eu la force de lui révéler ce qu'il s'était réellement passé, de l'informer de l'existence du médaillon, et surtout, de trahir celui que j'avais malgré tout cherché à aider. À peine arrivé chez moi, je me dirigeais sans hésitation vers le tiroir de ma commode, celui où j'avais soigneusement caché le médaillon. Mes doigts, légèrement tremblants, se refermèrent sur la boîte qui emprisonnait l'objet maudit, et je ressentis à travers le métal glacé l'aura oppressante qui en émanait toujours. Avec une précaution presque abusive, je la glissai dans mon sac. J'étais déterminée, je savais exactement ce que je devais faire. J'avais tout planifié, et une fois cette tâche accomplie, je pourrais enfin tourner la page et reprendre le contrôle de ma vie. Je saisis une plume abandonnée sur ma bibliothèque et la transformai en porte au loin. Il était crucial de rester discrète, car l'endroit où j'avais décidé de me rendre était non seulement redoutable, mais aussi entouré de mystères. Personne ne devait se douter de mon plan. Personne ne devait jamais retrouver l'artefact. Je me concentrai intensément, visualisant ma destination avec une détermination froide et maîtrisée. Mon choix s'était porté sur un lieu si reculé, si effacé de la mémoire des gens, que personne, jamais, ne penserait à y chercher quoi que ce soit. Il s'agissait d'un vieux puits, à moitié en ruine, dissimulé au cœur de la forêt interdite. Un endroit où rares étaient ceux qui osaient s'aventurer tant les dangers qui y rôdaient étaient multiples et imprévisibles. Ce puits, oublié depuis des décennies, peut-être même des siècles, était envahi par les ronces et les racines, presque invisibles parmi les arbres imposants qui l'entouraient. Je l'avais découvert par hasard lors d'une mission pour l'Ordre du Phénix, en aidant Harry dans l'une de ses nombreuses quêtes. En m'aventurant plus loin que d'habitude, j'étais tombée sur ce vestige abandonné, à peine visible sous la végétation dense. À l'époque, je l'avais mémorisé comme un puits sans réelle importance. Mais aujourd'hui, cet endroit était parfait pour y laisser reposer un objet aussi néfaste que le médaillon. Qui penserait à fouiller dans cette cavité aussi sinistre? Je pris une profonde inspiration, fermai les yeux en serrant la plume dans ma main et me laissai emporter par la tornade vertigineuse du porte au loin. Je réapparus au cœur de la forêt interdite et je pris quelques secondes pour me remettre de la nausée que m'avait procuré mon voyage. Quand je relevai les yeux, un frisson glacé parcourut tout mon corps. La nuit devenait de plus en plus noire, ce qui m'empêchait de me situer. Je décidai d'utiliser le sortilège du 4 points pour me permettre de me repérer et de déterminer la direction à suivre pour retrouver le puits. Je posai ma baguette à plat sur la paume de ma main et je me laissai guider par ma magie. Je n'en étais pas loin, mais l'atmosphère pesante de la forêt m'enserrait de plus en plus, rendant chaque pas plus lourd que le précédent. Le silence était étouffant, chaque craquement de branches, chaque souffle de vent dans les feuilles me rendait paranoïaque. Je devais me dépêcher avant de me faire repérer par qui que ce soit. Plus je m'enfonçais dans les bois, plus les ombres semblaient s'étirer, me cerner, et les bruissements dans les fourrés me rappelaient sans cesse que je n'étais pas seule. À tout moment, je m'attendais à voir surgir une créature dangereuse, un être des ténèbres qui m'engloutirait sans pitié. Le vent s'était levé, fouettant mon visage avec une violence qui semblait me mettre en garde, mais je ne pouvais plus reculer. Je devais accomplir cette tâche avant que l'obscurité complète ne m'enveloppe et que les créatures nocturnes ne sortent de leurs repères. Un mélange de soulagement et d'appréhension me retournait les tripes lorsque j'arrivais enfin au niveau du puits. Envahi par la végétation sauvage, il se dressait devant moi, comme un vestige oublié du temps. Ses pierres usées, fissurées et couvertes de mousse n'avaient rien de rassurant. Du bout de ma baguette, je lançai un diffindo pour dégager le passage. Les ronces se tranchèrent sous l'effet de mon sort et je pus me frayer un chemin.
Je me penchai au-dessus du puits, mon souffle suspendu, contemplant l'abîme noir qui s'étendait en dessous. Je pris une profonde inspiration, essayant de maîtriser le tumulte de pensées qui tourbillonnait dans mon esprit. Puis, avec un geste fébrile, je sortis la boîte métallique de mon sac et l'ouvris. Ma main entra en contact direct avec le médaillon lorsque je le séparai de son étui. À cet instant, une étrange torpeur m'envahit. Je fus incapable de bouger, mon bras tendu au-dessus du vide, la chaîne du bijou se balançant au bout de mes doigts, prêt à être lâché. Pourtant, je ne fis rien. Mes yeux restèrent rivés sur le médaillon, comme fascinés, hypnotisés par ses mouvements lents et fluides. Les minutes s'égrenèrent, mais je restais là, l'esprit plongé dans une brume confuse, totalement déconnecté de tout ce qui m'entourait, incapable de me résoudre à le lâcher. Le poids de ce que j'étais sur le point de faire me submergea. Le temps semblait s'être totalement arrêté. Je ne savais pas combien de minutes s'étaient écoulées à le contempler ainsi, mais un craquement effrayant derrière moi me fit sursauter et sortir de cet état second. Je relevai la tête, retrouvant peu à peu mes sens et mes esprits. J'avais le sentiment de m'être totalement oubliée pendant une durée indéterminée, mais le froid et l'obscurité me ramenèrent brutalement à la réalité et à ma conscience. Secouée par cet étrange moment d'absence, je rassemblai mes forces et sans attendre davantage, je lâchai le médaillon. Il tourbillonna un instant dans le vide avant de disparaître dans les profondeurs insondables du puits. Le son du métal frappant les parois résonna longuement, chaque écho répercutant comme un cri de désespoir lointain. Je restai figée, écoutant jusqu'au dernier tintement qui s'évanouit dans un silence oppressant. Je ne pouvais pas rester plus longtemps. La forêt devenait de plus en plus hostile. Les bruits semblaient se rapprocher, devenant menaçants. Je levai rapidement ma baguette et murmurai une incantation ancienne pour sceller l'entrée du puits avec une barrière magique puissante et fis repousser rapidement les ronces pour dissimuler l'entrée de la cavité. Ce lieu, désormais, ne serait plus qu'un mystère enfoui, cachant un secret que personne ne pourrait jamais découvrir. Je me retournai, le cœur battant à tout rompre. Je l'avais fait. J'avais enfin trouvé le courage de m'en débarrasser. À cet instant, j'aurais dû être soulagée, libérée du poids que ce médaillon avait fait peser sur moi. Mais c'était tout le contraire. Alors que je m'apprêtais à saisir mon porte-au-loin pour rentrer chez moi, une vague d'émotions brutales m'envahit, me submergeant sans prévenir. Une tristesse immense, presque dévastatrice, s'empara de moi, comme si j'avais perdu la personne la plus précieuse à mon cœur. Un vide, profond et inexplicable, s'installa en moi, m'étreignant avec une force déconcertante, me coupant le souffle. Mon rythme cardiaque s'emballa tandis qu'un désespoir tenace s'insinuait dans chaque recoin de mon être. Je ne comprenais pas. Comment ce geste qui aurait dû me libérer pouvait-il au contraire me laisser aussi dévastée? C'était comme si, en abandonnant ce médaillon, j'avais laissé derrière moi une partie de mon âme, une part de moi-même qui donnait sens à tout. Jamais je n'avais ressenti un chagrin aussi intense, aussi profond. L'envie de crier, de pleurer montait en moi, mais mon corps refusait de répondre. C'était comme si mon esprit et mes membres étaient en désaccord, comme si une force invisible m'empêchait de ressentir pleinement ce tourment qui m'oppressait. Une douleur sourde, lancinante déchirait mon cœur, m'enveloppant dans une détresse que je ne parvenais pas à discerner. Malgré cette vague écrasante de désespoir, je me forçais à rester debout, à reprendre le contrôle. Il fallait que je rentre chez moi, même si, désormais, le monde autour de moi semblait vidé de toute couleur, de toute saveur. Le porte-au-loin m'attendait. Je devais partir. Mais alors que je m'agrippais à l'objet pour quitter cet endroit maudit, quelque chose d'inattendu se produisit. Dans le tourbillon désorientant du voyage, tandis que je me sentais emportée comme un fétu de paille dans une tempête, une image surgit dans mon esprit. Un flash, vif, presque douloureux. Son visage. Drago. Il apparut avec une clarté déconcertante et le sentiment qui l'accompagnait me consuma. Plus son image devenait nette, plus cette étrange et impérieuse envie de le voir grandissait en moi, jusqu'à étouffer tout le reste. La perturbation fut telle que j'en perdis toute concentration qui permettait d'atterrir sans dégâts. Le retour dans mon appartement fut brutal. Je fus arrachée au tourbillon du porte-au-loin et projetée violemment contre un meuble. Mon corps heurta le sol avec une force qui me coupa la respiration. Un râle de douleur m'échappa alors que mon dos venait de subir le choc. Je restais là, étendue sur le sol, tremblante, les yeux écarquillés par la douleur et la confusion. Mais ce n'était pas la chute qui me tourmentait le plus. Non, c'était cette sensation, ce manque oppressant qui persistait dans mes entrailles, comme un vide béant,
une absence insupportable et cette envie incompréhensible de le voir. Cette urgence incontrôlable, dévorante me hantait. Je ne comprenais pas d'où venait ce besoin irrationnel. Et pourtant, il était là, me paralysant, m'enveloppant comme un voile sombre que je ne pouvais secouer. Je respirais difficilement, le souffle court, tandis que la pluie commençait à marteler les vitres de mon appartement. Son bruit, loin d'apaiser mon malaise, amplifiait cette sensation de chaos intérieur. Je me demandais, terrifiée, qu'est-ce qui était en train de m'arriver ? Au même moment, Drago était assis à son bureau, un pinceau à la main, concentré sur une activité qui, ces derniers temps, l'apaisait plus que toute autre chose, la calligraphie. C'était une passion secrète qu'il cultivait loin des regards, une façon de canaliser son esprit tourmenté dans la précision des lignes et la beauté des caractères. Chaque tracé, chaque courbe était une sorte de méditation, une tentative de se reconnecter à quelque chose de pur, loin des ténèbres qui avaient trop souvent envahi sa vie. La pièce était silencieuse, seulement troublée par le doux grattement du pinceau sur le papier et le léger cliquetis de la pluie contre les fenêtres. Le manoir semblait étrangement accueillant à cet instant, presque réconfortant. Drago se laissait porter par le rythme des mots qu'il inscrivait, perdant la notion du temps, trouvant une rare sérénité dans cette activité minutieuse. Cela lui permettait de penser à autre chose et de ne pas ruminer ses pensées lugubres. Il achevait un caractère complexe, la satisfaction d'une tâche bien accomplie commençant à l'envahir, quand soudain, sans prévenir, une vague de tristesse intense le submergea. Sa main se figea en plein mouvement, le pinceau suspendu au-dessus du papier, une goutte d'encre menaçant de tomber. Le calme qui l'avait enveloppé se brisa en un instant, remplacé par une douleur sourde qui étreignit son cœur. Drago lâcha le pinceau, laissant la goutte d'encre noire s'étaler en une tache imprévue sur la page et porta une main à sa poitrine, comme pour tenter de contenir cette souffrance inexplicable et de contrôler sa tachycardie soudaine. Une mélancolie profonde, un vide immense l'assaillit, semblant jaillir de nulle part, comme si quelque chose d'essentiel venait de lui être arraché. La solitude le regagna, et des pensées morbides se mirent à le traverser. Il lui semblait tout à coup que la vie ne valait plus la peine d'être vécue, comme si plus rien ne le retenait dans ce monde, et il fut horrifié d'avoir cette idée incontrôlable. C'est alors que, malgré lui, un visage surgit dans son esprit, celui de cette fille qu'il avait évitée toute la semaine. Hermione. Il tenta de chasser cette image, de comprendre pourquoi elle venait le hanter en cet instant, mais il en était incapable. Le sentiment était là, persistant, envahissant son âme avec une force qu'il ne parvenait pas à maîtriser. Pourquoi pensait-il à elle maintenant ? Pourquoi cette tristesse, ce manque soudain semblait-il lié à elle d'une manière qu'il ne pouvait comprendre ? Il se redressa brusquement, le souffle court, cherchant désespérément à retrouver son calme. Mais le souvenir d'Hermione, de son visage, de ses yeux remplis de détermination ne le quittait pas. Il ressentait ce besoin irrationnel de la voir, de savoir si elle aussi était en proie à ce même sentiment oppressant. Il y avait cette connexion énigmatique, soudaine et incompréhensible qui le secouait. C'était comme un appel auquel il ne pouvait résister, une urgence qui le poussait à quitter la sécurité de son manoir pour la retrouver, pour comprendre ce qui se passait. Le pinceau, toujours taché d'encre, roula sur la table et tomba au sol, mais Drago n'y prêta aucune attention. Tout ce qui comptait à cet instant, c'était ce sentiment étrange, cette tristesse inexplicable qui l'avait frappé si soudainement. Il se leva, l'esprit en ébullition, se demandant si le médaillon continuait à exercer son influence obscure sur eux et que cela expliquerait pourquoi il ressentait toutes ces choses contradictoires. Depuis qu'il l'avait touché simultanément, tout était comme différent, bizarre et incompréhensible. Et pour la première fois, il envisagea la possibilité que, d'une manière ou d'une autre, il était lié à Hermione. Et que ce lien, aussi troublant soit-il, n'était peut-être pas uniquement le fruit du hasard.